Bonsoir. Aujourd'hui, on se demande si les enfants adoptés courent plus de risques de verser dans la criminalité. Les 4 puissants facteurs de risque identifiés sont les conduites familiales inadéquates, la criminalité des parents, les mauvais traitements durant l'enfance et la violence familiale, les problèmes de toxicomanie des parents. Des exemples de mauvaises pratiques parentales: l'absence de supervision, une discipline trop grande, trop stricte ou incohérente, l'incapacité d'établir des limites claires. Apparemment, les adolescents en provenance de familles où il y a un manque d'ordre et de discipline sont 4 fois plus à risque d'adopter des comportements délinquants à l'âge adulte que les enfants en provenance de familles structurées. Et finalement, un faible lien d'attachement. Je consacrerai une vidéo entière sur l'attachement des enfants adoptés le 14 février. Il faut absolument actionner la cloche pour être certain d'être notifié lorsque la vidéo sortira. Un mot sur la criminalité des parents. Des études montreraient que la criminalité du père, de la mère, d'un frère ou d'une sœur est un puissant facteur de délinquance chez les garçons. La criminalité du père est l'un des facteurs les plus influents. 63% des garçons qui ont un père impliqué dans des activités criminelles risquent d'être impliqués comparativement à 30% chez les autres garçons. En lisant ces résultats d'études, j'ai tout de suite pensé à un reportage de Arte qui date de 2022. Je l'ai visionné sur YouTube. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que la mère vendait des drogues aux membres d'un gang, mais elle amenait son fils de 3-4 ans avec elle. Le petit se rendait compte de rien. Pour lui, tout était normal. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Par contre, ma question, est-ce que ça peut quand même avoir une incidence sur lui plus tard? Il entend des grossièretés, il entend des disputes. Si sa mère exprimait, par exemple, le désir d'immigrer dans un autre pays pour éviter que son fils ne devienne un criminel, si, par exemple, elle meurt, et imaginons que son fils soit mis en adoption à l'international, est-ce qu'il est trop tard pour le gamin? A-t-elle déjà enclenché un processus, implanté une graine de criminalité chez son enfant? C'est ma question. Ce reportage m'a aussi fait penser à toutes les démarches par lesquelles doivent passer les parents qui veulent adopter un enfant. Les questionnaires, ainsi que tout ce qu'on exige des parents adoptifs. C'est fou! Mais là, je peux comprendre beaucoup mieux. Le milieu où vivent les parents a une énorme incidence sur les enfants adoptés et sur les enfants biologiques, cela va de soi. On l'aura compris. Donc, la situation des parents, leur milieu de vie, leurs antécédents familiaux, ce qu'ils ont comme problème influencera l'avenir de leur enfant. Parce que tous ces éléments-là peuvent influencer l'adoption ou non de comportements délinquants à l'adolescence. Par exemple, les jeunes de 15 ans dont un parent consomme de la drogue présentent 2 fois plus de risques d'en consommer. Les jeunes de 15 ans dont les parents ont une consommation excessive d'alcool ne sont pas plus à risque que les autres de boire.
En ce qui concerne la consommation d'alcool, les amis ont une plus forte influence que les parents. Relation entre enfants adoptés et criminalité, je vais vous donner quelques chiffres qui datent de 1984. Si les parents biologiques et les parents adoptifs n'ont pas un passé criminel, 13,5% de leurs fils adoptés deviennent des délinquants. Si les parents adoptifs ont un passé criminel, alors là, c'est 14,7% de leurs fils adoptés qui deviennent des délinquants. Le chiffre est sensiblement le même, comme on peut le voir, là, 13,5, 14,7. Par contre, si les parents biologiques ont un passé délictueux, 20% des adoptés deviennent des délinquants. Si les parents biologiques et les parents adoptifs ont un passé délictueux, le taux monte à 24% que les risques que le fils adopté devienne un délinquant. Il faut dire que lorsque les études parlent de criminalité, elles ne parlent pas nécessairement d'actes de violence contre des personnes. Voyons maintenant quelques chiffres de la criminalité chez les personnes noires. Selon Statistique Canada, en 2021-2022, les Noirs représentaient 3,5% de la population canadienne, mais 9,2% de la population carcérale globale. Voici la répartition des prisonniers noirs dans la province du Canada. Je pense que je vais les mettre ici ou là. Non, je pense ici. Selon le Bureau de l'enquête correctionnelle du Canada, 54,8% en Ontario, 19,2% au Québec, 13,6% sont incarcérés dans les prairies, 7,1% dans la région du Pacifique et 5,3% dans la région de l'Atlantique. Les pourcentages sont plus grands en Ontario et au Québec. On comprend bien pourquoi. Il y a plus de population également. Dans une enquête générale sociale en 2019 concernant la question de discrimination lorsqu'une personne a affaire à la police, 46% des répondants noirs âgés de 15 ans et plus ont dit avoir subi au moins une forme de discrimination au cours des 5 dernières années, contre 16% de la population non autochtone ou non racisée. C'est 41% des répondants noirs qui disaient avoir été victimes de discrimination fondée sur leur race ou leur couleur de peau. Le pourcentage diminue à 3% pour les répondants non autochtones et non racisés. Au Québec maintenant, en 2016, les minorités visibles représentaient 13% de la population, mais ils représentaient 33,42% des personnes admises en détention par les services correctionnels du Québec. À partir de ces données, on pourrait y voir du racisme systémique, comme j'en parlais hier. On va parler au Québec, parce que c'est comme ça aussi dans le restant du Canada et aux États-Unis aussi. Il y a plus de Noirs incarcérés. Sauf que vous me connaissez maintenant, hein, ça fait la 10e journée de notre défi 28 jours de Paris. Moi, je me suis posé la question. Est-ce que ça se pourrait? Peut-être que non, j'y connais rien. Mais, vous savez, quand on dit il y a plus de violence chez les Noirs, ou non, pas plus de violence, excusez, ils sont plus incarcérés que les Blancs. Mais, il y a aussi plus d'hommes blancs incarcérés que de femmes blanches incarcérées. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça voudrait-tu dire qu'il y a un sexisme systémique ou est-ce que les hommes ont de la testostérone et c'est ce qui fait qu'ils sont plus violents physiquement
que les femmes. Donc, moi, je me suis posé la question, est-ce que les hommes noirs auraient plus de testostérone, ou un plus haut niveau de testostérone que les hommes blancs? Est-ce que ça se peut? Je pose la question. Est-ce que ça se peut aussi parfois qu'il y en a qui se victimisent? Vous irez voir et écouter ma vidéo d'hier. Je donne quelques exemples et je vais en donner un dernier pour terminer ce soir. Moi, ma famille, vous le savez, tous blancs. Mes frères sont blancs. Il y en a un qui, quand il était plus jeune, était un petit peu plus tannant. Et ma mère a dit, la police, toujours après lui. Son fils, hein? C'est mon plus jeune frère, toujours après lui. Elle dit, moi, quand je prends mon auto, je me fais pas arrêter. Comment ça se fait que lui, il se fait arrêter? La police, elle court après les jeunes. Je me dis, bon, c'est ça, de l'agisme systémique. Là, je demande à mon frère, non, avant, j'ai demandé à ma mère, est-ce que toi, s'il t'arrête, tu aurais eu de la drogue dans ta voiture? Est-ce que tu aurais eu du pot dans ta voiture? Elle me dit non. Ça, c'était avant la légalisation du pot. Je pense 1 an ou 2 avant. Je regarde mon frère, puis je lui demande, est-ce que toi, quand ils t'ont arrêté, tu avais du pot dans la voiture? Il me dit oui. J'ai plus d'autres questions, votre honneur. Parce que ça se peut qu'il y ait du profilage, mais il y a un profil. Peut-être que oui, ça se peut que la dame de 50, 60 ans, et l'homme de 50, 60 ans, mais oui, il fume du pot. Là. Écoute. Mais en proportion. Est-ce qu'il va arrêter le plus vieux ou le plus jeune quand ils font des contrôles? C'est juste ça. Hein? Il faut se regarder un peu, puis avouer les choses. C'est tout. La vidéo est assez longue comme ça. On se revoit demain.